Bonjour, chers élèves. Euh, Aujourd'hui, nous allons voir notre troisième chapitre, la leçon numéro 3, SVT, seconde S. Alors, comme on avait entamé la dernière fois, aujourd'hui nous allons voir les diversités et répartition des écosystèmes au Sénégal. Pour rappel, quand on parle de diversité, on parle de la différence, on parle aussi les différents types de l'écosystème. La répartition aussi, les écosystèmes sont répartis. Il y a ce qu'on appelle les écosystèmes terrestres et les écosystèmes aquatiques. Et plus particulièrement au Sénégal, nous n'avons que ces deux écosystèmes. Alors, pour ne pas perdre du temps, nous allons voir un peu quelques notions sur les écosystèmes. Alors, quand on parle d'écosystème en SVT, forcément, on passe à l'environnement. Donc, l'écosystème, c'est égal environnement. Alors, maintenant, ici, nous allons voir un peu la définition ou bien l'introduction de ce chapitre. Donc, le Sénégal se retrouve dans la zone sahélienne. Cette zone est située entre la zone sahélienne au nord et la zone soudanienne au sud. Elle s'étend du Sénégal au Djibouti allant de l'ouest vers l'est. Cette région présente une grande diversité climatique entraînant une diversité des écosystèmes. Alors, donc, pour un petit résumé, le Sénégal se trouve dans une zone sahélienne. Donc, quand on parle de sahélien, on passe au Sahara. Donc, le Sahara aussi, on passe aussi au désert et les différentes forêts, la savane, donc ainsi de suite. Donc, le Sénégal, écologiquement, est limité au Sénégal au Djibouti, de l'ouest vers l'est. Donc, ici, il y a une grande diversité climatique. Quand on parle aussi de diversité climatique, on prend en compte le vent, on prend en compte aussi le climat, on prend en compte aussi la pluviométrie. Donc, raison pour laquelle le Sénégal se trouve dans une zone sahélienne. Alors maintenant ici, quels sont les écosystèmes présents au Sénégal? Nous allons voir ça. Nous allons voir aussi quelles sont les caractéristiques biologiques et physiques des écosystèmes. Aussi, quelle est l'importance biologique, économique et culturelle des écosystèmes. Maintenant ici, donc, l'importance écologique, économique et culturelle des écosystèmes. Donc, il faut aussi aborder cette partie. Pratiquement écologiquement, le Sénégal se trouve dans une zone sahélienne. Donc, économiquement, donc, ces écosystèmes peuvent apporter quelque chose au Sénégal. Au niveau culturel aussi, par exemple, Sénégal, c'est un pays de la culture. Donc ici, il faut prendre compte de ça. Voilà, donc les écosystèmes peuvent apporter économiquement et culturellement quelque chose au Sénégal. Maintenant, la première partie, grande 2, les écosystèmes au Sénégal et leur répartition. On va voir ici dans cette partie comment les écosystèmes se répartent et quels sont les différents écosystèmes qui existent. Comme je vous l'avais dit, euh, nous avons les écosystèmes terrestres, aussi nous avons aussi les écosystèmes aquatiques. Donc, les écosystèmes au Sénégal sont diversement répartis. On peut citer les écosystèmes terrestres. Par exemple, on a la forêt. Au Sénégal, nous avons la forêt. Nous avons aussi la savane, la steppe. Ici, nous avons le désert. Donc, ça sont des écosystèmes terrestres qu'on peut trouver dans les villages ou bien dans les villes, dans la campagne, pratiquement à la Casamance. Donc, nous avons la forêt là-bas, nous avons aussi la savane. Donc, ce sont les écosystèmes terrestres qu'on peut voir sur Terre. À côté aussi, on a les écosystèmes aquatiques. Par exemple, les mangroves. On le trouve aussi à Casamance ou bien certaines régions du Sénégal. Nous avons les fleuves. Nous avons aussi la mer, par exemple. Nous avons aussi les zones de culture. Quand on parle aussi des zones de culture, donc ce sont les zones où on cultive certaines, par exemple, certaines matières. Pratiquement les cultures vivrières, les cultures arachidières, ainsi de suite. Donc, nous n'avons que ces deux écosystèmes pratiquement au Sénégal. Donc, les écosystèmes terrestres et les écosystèmes aquatiques. Maintenant, leur répartition est expliquée par les facteurs abiotiques du milieu. Donc, quand on parle des facteurs abiotiques, donc on passe à la température, on passe aussi la pluviométrie, on passe au climat, on passe aussi, par exemple, la disponibilité des terres. Maintenant, les facteurs abiotiques aussi, il faut en prendre compte. Nous n'avons que ça. Maintenant, nous allons voir aussi les caractéristiques.
Dans les caractéristiques des écosystèmes au Sénégal, qu'est-ce qui caractérise les écosystèmes? Qu'est-ce qui caractérise ça? Donc, l'ensemble des écosystèmes, nous allons voir les écosystèmes terrestres, on a la forêt. Maintenant, nous allons voir l'importance des forêts et qu'est-ce que les forêts peuvent nous apporter ici au Sénégal sur le plan économique et aussi sur le plan culturel. Alors maintenant ici, nous avons deux images ou bien deux documents. Donc, pour le premier, nous avons un petit texte de paragraphe que nous allons lire ensemble. La forêt dense tropicale est un biome associé à un climat chaud et très humide, caractérisé par une formation végétale arborée haute et dense. La forêt tropicale humide constitue le plus riche des milieux terrestres. On y rencontre la plus grande diversité d'espèces pour une superficie donnée. Les plantes dominantes sont les grands arbres, 35-60 mètres, à tronc élancé, à branches très ramifiées au sommet et dont l'ensemble forme une voûte dense que l'on appelle la canopée. La lumière est filtrée par les feuilles, ainsi les niveaux inférieurs de végétation sont dégagés. Maintenant ici, pour résumer ces deux paragraphes, donc ces paragraphes nous décrivent euh, pratiquement la forêt dense. Maintenant, comment on reconnaît une forêt dense? Donc, dans le paragraphe, on a la forêt tropicale humide et constituée de la plus riche des milieux terrestres. Donc, on y rencontre la plus grande diversité d'espèces, donc pour une superficie donnée. Maintenant, pratiquement, les forêts denses, on y rencontre plusieurs types d'espèces animales, même aussi espèces végétales. Donc, quand on parle de la forêt, on passe à la végétation, mais on passe aussi, euh, par exemple, aux animaux. Donc, nous avons la faune et la flore. Donc, la flore, c'est l'ensemble des végétaux, ainsi que la faune, c'est l'ensemble des animaux. Donc, quand on parle de la forêt, on passe à la végétation, mais on passe aussi aux animaux. Raison pour laquelle on décrit les plantes dominantes sont les plus grands arbres. Pratiquement, dans les forêts denses, on a, par exemple, de très longs arbres qui mesurent 35 voire même 60 mètres. Donc, à tronc élancé. Donc, la forêt dense ici. La lumière, ici, on l'avait dit, la lumière aussi est filtrée, par exemple, par les feux. Pratiquement, il n'y a pas assez de lumière. Donc, ce qui marque la densité donc, de la forêt. Donc, on va voir maintenant aussi d'autres images. Ici, on a le document 2. Il y a aussi forêt claire, donc moyenne Casamance et forêt galerie. Donc, ici, nous avons au niveau de la vallée. Maintenant, pour le document 2, on a document A qui est ici et on a aussi document B. Maintenant, pour la première photo, on a forêt claire qui est différent de la forêt dense qu'on avait vue sur les premiers documents. Aussi, on a la forêt galerie qui se trouve au niveau des vallées. Donc, tous ces deux images, ce sont des forêts. Maintenant, la différence, pour le plan A, on a la forêt claire, maintenant parce qu'il y a des arbres de moyenne ou bien de grande taille. Maintenant aussi au niveau de la forêt galerie, au niveau de la vallée, nous n'avons pas assez d'arbres, pratiquement. Donc la lumière est beaucoup plus dense là-bas. Maintenant, on va avoir des consignes. Consignes à répartir des données de documents 1 et 2, dans les caractéristiques biologiques et physiques de la forêt. Maintenant, pour les deux documents, par exemple, à savoir le document 1 qu'on a vu et le document 2 là, donc on peut en tirer quelques conclusions. Maintenant, nous allons voir ici, par exemple, les documents. La forêt dense tropicale et la formation des végétales arborées, donc hautes et denses. Les plantes dominantes sont les grands arbres, 35 à 60 mètres, on l'avait dit, à tronc élancé, à branches très ramifiées au sommet dont l'ensemble forme la canopée. Donc, c'est l'étage supérieur des forêts en contact direct avec l'atmosphère et les rayons du soleil. Donc, nous tous, on sait que l'importance des arbres sur les êtres vivants à travers la photosynthèse. Donc, les arbres ou bien la forêt nous procurent de l'oxygène que nous respirons en tant que des êtres humains ou bien des êtres vivants. Maintenant aussi, nous aussi, l'importance de notre dioxyde de carbone aussi, donc, sont utilisés par les plantes. Donc, la photosynthèse ici a bel et bien très lieu.
Maintenant ici, dans la forêt dense tropicale, on rencontre des vertébrés comme des chaises, des rongeurs, des reptiles, des oiseaux. Au sol, on retrouve des antilopes naines, aussi des antilopantes naines, les buffles. Les vertébrés sont les plus nombreux et plus frugivores. Maintenant ici, quand on parle les vertébrés, on va, on va s'adapter à la classe de sixième. Donc, les vertébrés sont les animaux qui ont une colonne vertébrale et le squelette interne présent, n'est-ce pas? Donc, c'est la répartition des vertébrés. Donc, nous avons 5 types de vertébrés. Nous avons les poissons, nous avons les amphibiens, nous avons les reptiles, nous avons les poissons et enfin aussi nous avons les poissons. Donc, nous avons 5 types de vertébrés. Je répète encore, les vertébrés, ce sont des animaux qui possèdent une colonne vertébrale et une squelette interne. Maintenant, ici dans la forêt dense tropicale, on rencontre des vertébrés, par exemple comme les chaises, les rongeurs, les reptiles, les oiseaux, n'est-ce pas? Donc, ça sont des vertébrés. On les trouve pratiquement dans la forêt dense. Au sol, par exemple, on trouve des antilopes. Ouais, on retrouve aussi des hippopotames. On retrouve aussi des buffles. Maintenant, les vertébrés sont les plus nombreux. Donc, les plus nombreux sont les frugivores. Maintenant, les frugivores sont des animaux pratiquement qui vivent à partir des fruits. On les appelle les frugivores, comme les carnivores, ainsi de suite. Maintenant, la forêt dense aussi, la hauteur joue un rôle très important. Donc, pour laquelle aussi, la forêt dense d'altitude constitue d'arbres moins élevés que ceux des forêts tropicales. Et au tronc plus tortueux et de nombreuses plantes d'un coup épiphytes. Maintenant ici, la forêt dense d'altitude, ça veut dire que la longueur ou bien la hauteur donc donc la hauteur des arbres aussi joue un rôle très important. Donc ça, c'est ce qui concerne les forêts. À côté des forêts aussi, nous avons les savanes. Par exemple aussi la savane. Donc la savane, on va voir aussi les caractéristiques de la savane. Donc en résumé, pour les forêts, les caractéristiques, donc on peut en citer la longueur, l'altitude, aussi les différents types d'êtres vivants qui vivent au niveau des forêts. Maintenant aussi les savanes, les caractéristiques biologiques et physiques de la savane. Maintenant aussi, nous n'avons qu'un seul texte qui constitue le document numéro 3. On a vu les deux premiers documents. Maintenant, on va voir le document numéro 3 qui constitue les caractéristiques de la savane. Maintenant, la savane est une formation végétale principalement composée de plantes herbacées. Par exemple, ici, donc, la savane, pratiquement, il y a pas, il y a des arbres, mais ce sont des plantes herbacées. Ouais. Donc, il y a une différence entre la savane et la forêt. Maintenant aussi, on a les images de commande numéro 4, savane arbustive et savane donc boisée. Maintenant, quand on voit aussi les deux images, donc pour l'image A, savane arbustive, par exemple, il y a des herbes, par exemple, et peu d'arbres. Contrairement à la savane boisée, donc la savane boisée ici, document D, on a quelques arbres donc de moyenne taille, différents de la forêt, donc qu'on retrouve avec des plantes de grande taille. Maintenant, regardez ici pour mieux comprendre le document savane boisée. Ici, on a la taille des arbres, par exemple. Donc ici, savane arbusive, on a pratiquement des arbres. Donc c'est une formation herbacée. Donc dans le mot herbacée, on a herbe. Pratiquement les herbes, donc la taille est pratiquement faible. Donc par exemple, quand on mesure en mètres, ici pour le premier document, on a pratiquement les arbres pour mesurer plus de 10 et quelques mètres. Par exemple 10, 11, 12 mètres. Donc de longueur. Différent de la savane arbusive, ici on a que des herbes, pratiquement c'est moins de 5 mètres. Vous voyez? Donc il y a une différence entre la savane et la forêt. Maintenant ici, on va regarder notre consigne. À partir des documents 3, 4 et 5, relève les caractéristiques biologiques et physiques de la savane. Maintenant, la savane est une formation végétale qu'on retrouve donc sous forme de climats tropicaux, rythmée par une saison sèche et une saison des pluies. Maintenant ici, la savane, la saison des sèches, la saison sèche du moins et la saison des pluies jouent un rôle important. Maintenant, nous sommes dans le cadre du Sénégal, on va regarder aussi notre réalité. Au Sénégal et au Sahel, on distingue 4 types de savanes. Voilà, donc on a les savanes herbeuses, on a la savane arbusive, on a la savane arborée et aussi on a la savane donc boisée. Maintenant aussi, les savanes arborées
à l'arbusif donc sont caractérisés par des espèces donc ligneuses, donc comme les cordillas, les pinas, les dimbes aussi. Dimbe, c'est une plante qu'on trouve dans la savane. Donc aussi on a d'autres formations végétales, donc la trace herbacée est marquée par des espèces de gens donc androgènes. Maintenant, les savanes sahéliennes sont généralement de type arbusif et on y enregistre environ donc 600 mm de pluie. Ouais. Donc la pluie aussi joue un rôle important sur la croissance, sur l'augmentation des arbres. La saison des pluies, on constate, par exemple, les arbres fleurissent. Ouais. Donc l'abondance des arbres explique la présence donc de grands herbivores. Maintenant, on a les herbivores, les buffles, les antilopes, les zèbres, ainsi de suite. Beaucoup d'animaux vivent dans la savane, notamment au parc national de Nyokolokoba. Maintenant, ici au Sénégal, donc pour ne pas laisser disparaître nos animaux, donc nous avons des parcs nationaux, hein, à savoir le parc national de Nyokolokoba, aussi donc pour protéger donc certaines espèces. Parce que si on ne fait pas ça, donc on risque de vivre des situations très difficiles par rapport aux animaux. Donc, raison pour laquelle on a le parc de Konokoba, aussi on a aussi le parc de Anne, le parc de Djout, donc pour protéger ou augmenter aussi la pollution des espèces. Parce que de plus en plus, l'espèce animale devient de plus en plus rare. Donc, pour ne pas tomber dans cette erreur, raison pour laquelle, d'où l'importance de la création ou bien de la protection des animaux à travers les parcs nationaux. Voilà, maintenant nous avons la différence entre les forêts, savane. Maintenant, on va regarder aussi la steppe. Donc, de ce milieu, on a aussi d'autres images. Le document numéro 6, la steppe, le document numéro 7, steppe dans la zone du Ferlo. Maintenant, dans la zone du Ferlo, le document numéro 7, on constate pratiquement euh, comment dire, la steppe par exemple, est moins dense. Donc, la densité est très faible. On voit des arbres d'une distance vraiment un peu énorme. D'où l'importance de la steppe. On va un arbre et 1 km, voire même 500 mètres après, et on voit notre arbre. Donc, on note ici la densité est très faible. Donc, ici, consigne à partir des documents 6, 7, relève les caractéristiques biologiques et physiques donc, de la steppe. Maintenant, la steppe se caractérise aussi par un climat semi-aride et forme par à la fois de transition avec les zones donc désertiques. Ouais. Donc dans ces écosystèmes présents, l'arbusif, on retrouve également des espèces ligneuses, épineuses, donc comme les acacias. Aussi, on a les bananites aussi, donc qui sont donc des arbres, donc pratiquement qui ne mesurent que 80 cm par exemple. La faune des steppes est constituée de grande partie donc des mammifères. Ouais. Donc la steppe, différemment ou bien contrairement donc aux forêts ou bien à la savane, donc on y retrouve pratiquement les mammifères. C'est quoi un mammifère? Un mammifère, par exemple, ce sont des animaux qui allaitent leurs petits. Moi, animaux yi nga xamante ne dañuy nàmpal seeni doom. Voilà, comme j'ai l'habitude de dire. On a les oryx, on a aussi les gazelles, girafes, on a les chacals, les lions. Donc, dans ces zones-là, on retrouve par exemple certains animaux. Il y a aussi des oiseaux, par exemple des oiseaux donc, qui utilisent certaines matières de cette partie. Il y a aussi les insectes, par exemple les criquets. On a aussi les reptiles, les vipères. Ouais. Donc tout ça donc, sont des animaux qui peuvent vivre au niveau de la steppe. Alors la désert, donc le désert du moins, nous avons l'image ou bien le document numéro qui consiste le désert. Donc le désert est caractérisé donc par le climat un peu chaud. Donc il y a des animaux qui sont adaptés ou bien qui sont habilités à vivre au niveau du désert. Maintenant, le désert aussi est caractérisé par un climat un peu chaud, ou bien très chaud même. Surtout, nous sommes dans la zone sahélienne, donc il faut en prendre compte. Maintenant aussi, il y a des animaux qui peuvent vivre au niveau du désert sans problème aussi. Comme il y a des animaux qui ne peuvent pas vivre au désert. Il y a des animaux sous-sol, il y a des animaux qui vivent à l'intérieur du sol où la température est très élevée, supérieure à 47 degrés. Donc, il y a certains animaux aussi qui peuvent vivre sur le désert.
Maintenant, consigne à partir des climat 8 donne les caractéristiques biologiques et physiques du désert. Maintenant, les caractéristiques, donc le désert est caractérisé donc par les précipitations réduites. Donc quand on parle ici de précipitations, on passe aux pluies. Ouais. Donc pratiquement, au niveau du désert, il n'y a pas assez de pluie, raison pour laquelle la température devient de plus en plus élevée. Avec l'écosystème, avec aussi la dégradation de la couche d'ozone, avec aussi le changement climatique, donc les déserts deviennent de plus en plus, la température au niveau du désert devient de plus en plus élevée. Donc quand on parle précipitation ici, on parle la pluie. Donc des précipitations réduites et une aridité d'autant plus élevée que les pluies. Ils sont rares et plus irrégulières. Vous voyez. Donc la pluie est rare, même irrégulière. Ouais, donc la densité de la végétation dépend de la qualité d'eau disponible. Donc ici on voit la végétation. Donc bu fekkee ni amul taw bu bari, donc je pense pas que ni ñax bi du sax parce que ndox moom mooy tax ñax bi di sax. Donc on dit la densité de la végétation dépend de la quantité d'eau disponible, de la force du vent et de la nature du sol. Donc le vent aussi est très présent au niveau du désert. Pratiquement il y a assez de vent que de l'eau. Vous voyez. Donc aussi le vent aussi peut jouer un facteur très important. La nature du sol aussi, le type de sol. Par exemple, dans les désert, par exemple, le sol est très faible, par exemple. Ben, s'il y a beaucoup de vent, donc le vent va emporter le sol pratiquement. On y trouve des plantes donc xérophiles. Ouais. Parmi les animaux populaires dans le désert, donc on peut citer par exemple les chameaux dromadaires. Mooy ay ñu tudd giléem. Donc ce sont les chameaux yi nga xamante ni suñu ay voyageurs lañ, donc ils peuvent traverser le désert sans problème parce que les chameaux aussi biologiquement dañuy adapté wu au niveau du désert. Il y a aussi les reptiles, par exemple le serpent. Donc les reptiles sont les animaux qui rampent, mooy animaux yi rampent, les reptiles. Donc on a le serpent, les lézards, surtout aussi la vipère, donc à cornes ou à sonnette. Il y a aussi les phénix, aussi, il y a aussi les guédales. Donc tous ces animaux-là donc, ont une particularité qui leur permet de vivre au niveau du désert. Le nombre d'espèces animales est relativement peu élevé dans la zone désertique. Ouais. Donc il y a peu d'animaux au niveau du désert, à part les animaux qu'on vient de citer. Maintenant, ça c'était pour les écosystèmes terrestres. Les écosystèmes terrestres, on l'a cité tout à l'heure. On a les forêts, les savanes, on a les steppes aussi, on a le désert. Maintenant aussi, on a les écosystèmes aquatiques, par exemple la mangrove. Donc la mangrove aussi, les caractéristiques biologiques. Donc la mangrove est une forêt donc littorale caractérisée par une salinité donc très variable et un sol pauvre en dioxygène et un sable composé de sédiments. Ouais. Donc quand on parle de salinité, on passe au type de sel qui se trouve au niveau du sol. Donc cela aussi empêche les arbres de s'agrandir ou bien de se développer ou bien d'accroître la manière donnée. Maintenant, les mangroves occupent la partie aval donc des estuaires. Aussi on a les deltas, on a aussi les embouchures principales des fleuves. Donc elles se développent dans la zone de fluctuation des marées et constituées donc par des espèces très caractéristiques. Voilà, donc ça aussi il faut en prendre compte. À côté des mangroves aussi on a les fleuves. Donc principalement au Sénégal, donc nous avons quelques fleuves, pratiquement dans toutes les régions, pratiquement je dis dans toutes les régions. Donc les fleuves aussi jouent un rôle très important parce qu'il y a des espèces aquatiques qui vivent à l'intérieur. Aussi, par exemple, ça peut jouer un rôle très important sur la stabilité ou bien la vie de certaines espèces. Maintenant, à partir de ces documents-là, par exemple, on a les fleuves du Sénégal sont constitués par 5 grands bassins fluviaux. Aussi, le fleuve du Sénégal, on a aussi le Saloum, on a aussi la Gambie, on a aussi la Casamance, aussi on a le Kolda. Ouais, donc, ça sont des fleuves qui sont constitués donc, par des bassins fluviaux. Ouais, donc, les fleuves aussi jouent un rôle très important. Par exemple, s'il y a beaucoup de pluie, donc l'eau par exemple, est évacuée au niveau de ces fleuves-là. Donc, dans ces écosystèmes fluviaux, la flore est essentiellement constituée par des plantes aquatiques.
Maintenant, la flore, je vous avais dit que la flore, c'est l'ensemble des végétaux. Donc, la flore est essentiellement constituée de plantes aquatiques. Parce au niveau des eaux, ou bien au niveau des fleuves, il y a des arbres qui vivent là-bas. On les appelle les plantes aquatiques. Donc, certaines sont envahissantes. La faune des écosystèmes fluviaux est dominée donc par des poissons et des oiseaux. Ouais. Donc la flore est essentiellement constituée par les plantes aquatiques. La faune aussi est dominée par des poissons et des végétaux. Ouais. Donc c'était ça pour la première ou bien la deuxième partie qui c'était euh, excusez-moi, donc la deuxième partie donc qui était très important donc à connaître. Maintenant aussi, grand 3, importance économique, écologique et culturelle des écosystèmes. Maintenant, il y a des importances parce que écologiquement, ou bien économiquement, ou bien culturellement, donc les écosystèmes peuvent apporter quelque chose donc au Sénégal. On va voir aussi importance des écosystèmes à partir des documents. Maintenant aussi, nous avons le document 11, pêche aux poissons. Vous voyez, on a le document 11. On a aussi le document 12, cycle biochimique, donc de la matière. Ici, cycle biochimique de la matière, cycle de l'eau, du carbone, de l'azote. Donc, formation des sols. Maintenant aussi, on a service de production, d'approvisionnement, service de régulation, service culturel. Maintenant, tous ces trois services-là, on va voir maintenant quelle est l'importance de ces services. Service de production, d'approvisionnement, alimentation, fibres végétales, donc combustible, donc molécules d'intérêt pharmacologique. On a aussi le service de régulation du climat, des risques naturels, de la région, des maladies. On a aussi le service culturel, donc écotourisme, aussi la valeur spirituelle, aussi donc la valeur esthétique. Pratiquement, nous avons ces trois services, donc la différence de ces trois services relève l'importance des écosystèmes. Maintenant, alimentation des fibres végétales. Par exemple, ici, à travers la pêche, donc, on peut, par exemple, vivre ou bien on peut s'approvisionner en matière des produits halieutiques. Ouais, donc des produits de la mer, donc on peut en bénéficier, on peut en s'approvisionner. Donc ça aussi, il faut en tenir compte. Donc ça, c'est l'importance de l'écosystème écologique au Sénégal. Aussi sur le plan culturel aussi, par exemple ici, écotourisme, par exemple la valeur spirituelle et la valeur esthétique. La valeur esthétique, par exemple, c'est l'importance, la beauté de cette culture. Maintenant aussi, nous avons par exemple ici un autre document, par exemple transformation du CO2, par exemple ici regarde transformation du CO2 en oxygène, aussi la filtration de l'eau. Mais ça aussi, bon, on peut sur cette étape et on va y revenir après. Voilà, donc ça c'était juste c'était juste des parenthèses. Maintenant, importance économique, voilà, c'est ça important. Donc, importance économique. Les écosystèmes ont un intérêt économique considérable. Parmi les importants économiques, on peut citer la production des ressources forestières, n'est-ce pas? Donc, économiquement, donc l'écosystème peut nous produire quelque chose. Par exemple, la production des produits forestiers. Par exemple, le bois, le charbon. On utilise le bois pour fabriquer, par exemple, des meubles, des bureaux, des meubles de maison, des meubles de salon, les portes, les fenêtres. Ouais. Aussi, on peut l'utiliser à d'autres fins. Donc, économiquement, cela peut nous servir quelque chose. Parce que si on n'avait pas ça, donc on allait importer ça à l'extérieur, donc pour pouvoir en bénéficier. Il y a aussi le charbon qu'on utilise dans les industries, qu'on utilise aussi dans les maisons, qu'on utilise aussi pratiquement pour d'autres qui, pour, par d'autres types de production. À côté aussi des charbons aussi, on a par exemple la peau des animaux, ouais, qu'on peut utiliser pour fabriquer des chaussures, des sacs de cuir, des ceintures, ouais, des bracelets. Donc ça, c'est économiquement, cela peut nous importer quelque chose. La production des ressources halieutiques. Donc, la mer ou bien les fleuves peuvent nous apporter des poissons, aussi du sel. Donc ça aussi économiquement, ça c'est important. La production d'énergie, donc fossile, le pétrole par exemple, au niveau de la mer, à travers des fosses, donc on peut trouver le pétrole. Aussi on a la houille, ouais, on a aussi la ligne, donc ça aussi c'est très important. Importance écologique, donc des écosystèmes écologiquement, parmi les intérêts écologiques, donc ce système nous citons
Donc l'épuration là, ça veut dire que la transformation du CO2 de l'air par les plantes pour éviter le réchauffement climatique. Donc s'il n'y avait pas assez d'arbres, s'il n'y avait pas la forêt, la savane, donc on allait vivre des situations très difficiles pour vivre. La transformation du CO2 en O2 pour nous permettre de vivre, même si la couche d'ozone est détériorée, même si le changement climatique est présent, donc la présence des arbres peut nous permettre de vivre sans problème. Ça aussi, c'est très important parce que écologiquement, les plantes jouent un rôle très important sur l'équilibre de la vie humaine. Maintenant aussi, la libération du O2 par les végétaux pour la respiration des animaux. Ouais. Donc le O2 ici, ça c'est l'oxygène. Donc l'oxygène utilisé par les végétaux donc pour la respiration. Les plantes permettent d'éviter la désertification et favorisent la présence des pluies. Ouais. Donc les plantes aussi peuvent nous permettre d'éviter la désertification. Ouais. Et peut favoriser aussi la présence des pluies. Ouais. Donc s'il n'y avait pas assez d'arbres, on n'allait pas recevoir assez de pluie, assez de millimètres. Ouais. Donc puisque les plantes ont besoin de l'eau pour s'agrandir ou bien pour s'accroître, donc nous aussi on peut en bénéficier. Il y a aussi la maintien de la biodiversité favorise aussi la stabilité et l'adaptivité donc de la biosphère face aux modifications des conditions environnementales. Ouais, donc avec le changement climatique, l'environnement devient de plus en plus chaud, le climat devient de plus en plus instable. Maintenant, écologiquement, donc cela peut nous produire quelque chose. Maintenant, importance culturelle et des écosystèmes. Maintenant, culturellement aussi, au titre d'exemple, nous citons la pratique traditionnelle, spirituelle, rituelle, comme des bois sacrés. Par exemple, dans la zone sud, au Casamance, donc il y a la bois sacré. Ouais. Donc, c'est un domaine un peu spirituel. Donc, ça aussi, euh, c'est très important. Donc, ça, c'est une importance. Il y a aussi l'utilisation du bois donc, pour la sculpture. Donc, les statues, hein, la sculpture sont les statues, les dessins à travers les arbres, à travers les morceaux de bois. Donc, ça aussi, esthétiquement, donc, la sculpture peut jouer un rôle important. Ouais, donc, ça, économiquement, on peut par exemple couper un tronc d'arbre et créer quelque chose à travers les statues. Ouais, donc, on peut le vendre et on se retrouve avec une somme d'argent. Donc, ça aussi, c'est très important. Maintenant, en conclusion, il existe une grande diversité écologique au Sénégal. Chacun de ces écosystèmes présente l'importance économique, écologique et culturelle. La production de ces écosystèmes est l'utilisation rationnelle des ressources et essentiellement pour le développement durable. Maintenant aussi, ces ressources que nous avons, par exemple la forêt, la savane, la steppe, le désert, ouais, les fleuves, donc il faut en tenir compte et essayer de bien les protéger parce que ces éléments-là jouent un rôle primordial pour notre environnement. Raison pour laquelle on dit la protection de ces écosystèmes et l'utilisation rationnelle de ces ressources. Maintenant, on doit utiliser ces ressources de manière rationnelle. On utilise quand on a besoin de ça, mais on ne doit pas l'utiliser à n'importe où, à n'importe comment et n'importe quoi. Raison pour laquelle aussi, il y a le ministre de l'Environnement donc, qui est chargé de veiller à la protection de ces environnements. Donc c'était tout pour ce cours d'aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine fois. Allez, merci beaucoup. Je vous en prie.